la rediffusion, vous aurez un email demain. Voilà. Je pense que c'est pour le côté pratique. Très bien. C'est très bizarre de ne pas voir et de ne pas voir à qui je parle. Mais voilà, c'est notre première fois qu'on fait ça aussi. Donc, soyez indulgents. Merci. Prochain slide, peut-être, Mélanie, s'il te plaît. Oui. Alors, qui on est? Nous sommes une équipe de 4 personnes. Nous travaillons dans le centre médical Rolling Grund à Luxembourg. Reviens en arrière, reste là. Voilà. Merci. Et c'est une équipe pluridisciplinaire avec multiples approches, avec différents focus. Entre autres, il y a 2 médecins, psychiatres, il y a le laboratoire, il y a des psychologues, des psychothérapeutes, et il y a le cabinet de neurofeedback. Donc, c'est de celui-là qu'on parle. Prochain slide, Mélanie. Et voilà, ça c'est l'équipe, donc des gens qui sont présents. Il y a moi-même, moi ça fait bientôt maintenant 7 ans que je fais du neurofeedback, de la neurostimulation, du biohacking et autres sujets très intéressants. Il y a Nadia qui est certainement en ligne, il y a Iman qui vient tout juste de nous rejoindre, et Mélanie, ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est chez nous, donc c'est une neuropsychologue diplômée de l'Université de Strasbourg, qui a trouvé ça intéressant de travailler sur la plasticité cérébrale pour aider les personnes à aller mieux, et ben, elle va vous en parler un petit peu. Moi, je vous rejoindrai à la fin pour les questions et pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire après la suite. Je passe la parole à Mélanie Schmalz. Très bien, merci François pour l'introduction. Donc, je suis ravie de vous avoir ici avec nous pour notre premier webinaire. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avant les questions. Alors, je vais juste rapidement fermer ma caméra pour pas que ça vous embête pendant la présentation. Voilà. Et je vais vous partager mon écran. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Donc, je vais rapidement le sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Je vais passer sur le TDAH, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, quelles sont les conséquences. Ensuite, je vais vous présenter l'EEG, puisque c'est une grande partie de notre travail. C'est d'ailleurs la base, le départ. Donc, une autre façon de voir le TDAH via l'EEG. Ensuite, on parlera du neurofeedback, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on peut aider le TDAH là-dedans. Comment ça se passe ensuite en 4e chez nous, dans notre pratique au cabinet. Et puis ensuite, je repasserai la parole à François pour qu'il vous présente ce que nous, on offre et on propose aux patients. Et puis la session questions-réponses. On espérera de nombreuses questions. Alors, donc le TDAH, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'abréviation du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans impulsivité, hyperactivité. Il est classé dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire que c'est un trouble qui va affecter le développement du cerveau dès la naissance. Donc, le cerveau va fonctionner différemment. On va voir comment tout à l'heure. Donc, ça induit certains symptômes, certaines conséquences. Ça touche, selon les pays, entre 3 à 12%, mais à Luxembourg, ici, on est plutôt entre 3 à 5% des enfants. Ça touche plus les garçons que les filles. Ça induit de nombreux impacts négatifs, notamment dans le domaine social, avec les camarades de classe, avec les parents, aussi à l'école. Tout ce qui est suivi en classe, faire les devoirs, comportement en classe, mais aussi chez l'adulte au niveau professionnel. Ça a des répercussions puisque quand on passe de l'enfant à l'âge adulte, le TDAH ne disparaît pas par magie. Donc, on peut avoir des difficultés à maintenir un emploi. Alors, pour le diagnostic, pour ceux qui sont intéressés, nous, on ne fait pas de diagnostic. Par contre, il y a certaines conditions qu'il faut remplir pour avoir un diagnostic de TDAH. Alors, il y a des symptômes principaux qui doivent être présents avant l'âge de 12 ans et qui ne doivent pas être expliqués par un autre trouble, c'est-à-dire que ça ne doit pas être causé par quelque chose d'autre. Donc, on a principalement des problèmes d'attention, l'inattention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Alors, qu'est-ce que ces symptômes-là, ça sous-entend? Eh bien, c'est que le TDAH, ça se résume par un problème, un manque d'autorégulation. Voilà, il n'arrive pas à réguler ses capacités d'attention, son comportement, sa motricité. Ça, c'est en résumé le TDAH. On verra pourquoi cette notion-là, elle est importante et à retenir.
Alors, ces symptômes-là, par exemple, l'inattention, voilà, c'est quand on a du mal à rester concentré, à être attentif en classe. On a des difficultés à s'organiser. Quand on fait une tâche, on est vite distrait et on fait peu attention aux détails. Ça, qu'est-ce que ça induit pour l'enfant? Eh bien, il va perdre ou oublier facilement ses objets. Il va se tromper de cahier, de devoir à la maison. Il va ramener à l'école le mauvais livre. Il va plus se souvenir où il a mis son cartable, etc. Il va avoir du mal aussi à finir un devoir qu'on lui a demandé, puisqu'il va se perdre dedans. Il va louper des consignes. Il va avoir du mal à s'y retrouver. Et on a souvent l'impression que quand on discute avec lui, il n'est pas là. Il est ailleurs, il est inattentif. Il y a aussi du coup l'hyperactivité et l'impulsivité. Ces deux-là, elles sont souvent regroupées ensemble. Alors chez l'enfant, c'est plutôt une activité motrice excessive. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal à rester calme, à rester assis. Il a constamment besoin de mouvement. Mais chez l'adulte, c'est plutôt l'intensité d'une activité sportive qui va être très extrême et difficile à suivre pour quelqu'un d'autre. On a aussi l'impulsivité, il va parler beaucoup, il aura du mal à attendre son tour, il n'attendra pas la fin des questions pour parler, il peut interrompre, mais il peut aussi prendre des décisions ou faire des actions sans réfléchir aux conséquences. Donc ça peut lui faire beaucoup de tort ou le mettre en danger parfois. Alors le TDAH, il faut savoir qu'il vient jamais seul. On n'est jamais juste que TDAH ou très rarement en tout cas. Il est souvent accompagné chez l'enfant du trouble oppositionnel avec provocation. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le refus de l'enfant de se plier aux règles, de respecter des consignes, parce qu'il n'a pas envie de il n'a pas la capacité de se soumettre à une autorité, donc le parent, l'enseignant. Il y a aussi chez 70% des enfants qui ont un TDAH quand même des troubles des apprentissages. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est ce qu'on appelle les DYS aujourd'hui. DYS, c'est la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, dyspraxie. C'est quand l'enfant n'arrive pas à acquérir les principaux apprentissages. Lecture, écriture, calcul, et ça peut énormément l'handicaper scolairement, mais aussi au travail. Il y a aussi l'autisme souvent, qui est associé au TDAH. Mais il ne faut pas oublier non plus aussi les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, comme la dépression. Ça, c'est aussi quelque chose qui accompagne souvent le TDAH à cause de ces symptômes il peut se sentir moins bien, moins accepté à l'école ou par ses camarades et ça peut avoir un impact direct sur son humeur. Alors, c'est un peu, voilà, on a toujours tendance à pointer tout ce qui est négatif chez l'enfant. Voilà, tu n'es pas assis correctement, tu n'es pas sage, tu parles trop, ou à l'école, tu as mal fait ton devoir. Il entend souvent des brimades. Mais pourtant, les TDAH, ils ont énormément de qualités. Et c'est très, très important pour le développement de l'enfant d'appuyer, de mettre le point d'accès sur ces qualités. Parce que plus il va entendre des critiques, plus ça va exacerber ses symptômes. Alors, quelles sont ces qualités? Elles sont nombreuses. Je vous en ai seulement sélectionné quelques-unes. C'est des enfants qui sont très créatifs et très ingénieux. Ils ont beaucoup d'idées, parfois qui nous semblent un peu farfelues, mais c'est super pour le développement de projets. Ils sont aussi très énergiques, hein, ils ont de l'énergie à revendre, ça motive dans une équipe, ça fait un peu leader, c'est très pratique. Ils ont aussi la capacité de prendre des risques. Alors ça, on a tendance à penser que c'est une mauvaise chose, mais dans certains cas, le fait de ne pas trop laisser ses peurs parler, de ne pas trop réfléchir, ça permet d'aboutir à un projet. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Ils sont aussi passionnés et ils ont beaucoup d'humour, donc c'est toujours agréable d'être avec eux. Et ils ont un très bon sens de l'observation également. Voilà, donc ça, c'est une des nombreuses qualités qu'ils ont. Donc voilà, maintenant j'ai présenté le TDAH comme ça. Alors pour ceux qui se posent la question, tiens, je pense à quelqu'un qui ressemble à cette description, ou peut-être moi-même, et qui se pose la question, mais comment on se fait diagnostiquer? Eh bien, sachez que c'est un parcours du combattant. Pourquoi? C'est très lent et difficile. Alors ici, au Luxembourg, c'est un petit peu différent de la France, c'est plutôt un diagnostic par exclusion. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher ce que ça n'est pas pour dire, OK, votre enfant n'a pas ça, ni ça, ni ça, donc c'est sûrement un TDAH. Alors, comment on fait pour ça?
Pourquoi le diagnostic est lent et difficile? Alors, déjà, les professionnels de santé sont peu formés, voire pas du tout. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, au Luxembourg, on pensait soit que ça n'existait pas, que c'était farfelu, un petit peu inventé, ou alors il y a certains professionnels qui pensaient que lorsque l'on passait à l'âge adulte, eh bien, on n'avait plus le TDAH, hop, comme par magie. Donc maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est plus le cas. Ensuite, il y a aussi les enseignants. Hein. Quand on a un enfant en classe qui est un peu turbulent, qui n'écoute pas très bien, qui fait mal ses devoirs, on aurait tous tendance à penser que ça peut être un enfant un peu mal poli, mal élevé, turbulent. On ne penserait pas forcément, tiens, il souffre peut-être de quelque chose. Parce que, eh bien, il n'y a pas de signe physique. Le TDAH, c'est invisible, c'est pas écrit sur le front. Pourtant, les conséquences, elles sont quand même réelles à l'école. Ça varie aussi selon l'âge et le sexe, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes qui peuvent un petit peu s'atténuer avec l'âge. Et chez les filles, par exemple, ça en touche beaucoup moins et elles ont un profil en général plus porté sur les problèmes d'attention parce qu'elles sont plus timides et plus calmes. Et c'est, comme on vient de le voir, souvent accompagné d'autres troubles. Donc, parfois, on voit le premier trouble, on se dit, OK, c'est de l'autisme, ou alors il a un trouble des apprentissages, et alors le TDAH, il passe à la trappe et il n'est pas pris en charge par les professionnels. Donc, je vais vous parler du diagnostic par exclusion. Alors, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, il faut être certain que le bilan de santé, l'état général de l'enfant est bon, qu'il n'a pas de carence ou de problèmes hormonaux, donc faire des prises de sang, qu'il n'a pas de problème de motricité, qu'il voit bien, qu'il entend bien, voilà, faire tous ces bilans-là. Quand on s'assure qu'il a un bon état de santé, il faut aussi penser à vérifier ses capacités cognitives. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce qu'il est capable de comprendre, de raisonner? Est-ce qu'il a un bon niveau intellectuel? Voilà, être sûr qu'il n'y a pas autre chose derrière. Ça se fait avec des tests cognitifs et puis des questionnaires aussi pour les symptômes. Ensuite, quand on s'est assuré que voilà, ce n'est pas de l'épilepsie, ce n'est pas un trouble anxieux et qu'on se dit, OK, c'est un TDAH, il faut choisir une prise en charge adaptée. Alors, quelles sont-elles aujourd'hui? Les principales prises en charge qui sont recommandées, celle que tout le monde connaît, c'est la médicamenteuse. Donc, la Ritaline, Concerta, c'est tous des noms qu'on connaît. Il y a plusieurs molécules. L'avantage, ça réduit les symptômes. En général, c'est pris pendant les périodes scolaires. Donc, voilà. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a des effets secondaires qui sont quand même non négligeables et connus, souvent relatés par les parents. Il y a un risque d'amaigrissement parce que ça peut causer une perte d'appétit. Donc, le suivi médical est très rigoureux avec ces médicaments-là. Ça peut induire des maux de tête. Et aussi, il y a beaucoup de parents qui parfois se plaignent qu'ils ne reconnaissent plus leurs enfants, qu'il y a un changement de personnalité. Donc ça peut être des inconvénients. Et puis, une fois qu'on arrête le traitement, les symptômes sont toujours là, il n'y a pas d'atténuation qui est permise. Il y a aussi la méthode triple P, qui est peu connue, mais qui commence à se faire connaître, qui marche plutôt bien. Ça s'appelle les pratiques parentales positives. Ce sont des activités qui sont conçues pour améliorer le comportement de l'enfant. On va donner des exercices et des conseils aux parents pour améliorer la relation à la maison et aussi essayer à l'école. Mais c'est un outil pour les parents, pas directement pour les symptômes de l'enfant. Il y a aussi les TCC, donc certaines personnes connaissent, les thérapies cognitivo-comportementales. Alors ça, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être des entretiens qui vont permettre aux patients d'identifier l'origine de ces difficultés. Pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là? Et de comprendre comment ça se passe, d'étudier le comportement, les émotions, les pensées et d'essayer avec des exercices de prendre le contrôle là-dessus. Ça réduit les symptômes, mais l'inconvénient, c'est que parfois, c'est difficile de motiver un enfant ou un adolescent, surtout avec TDAH, de faire une thérapie. Ils n'ont pas très envie de parler parfois de ce qu'ils ressentent, donc ça peut être compliqué. Aussi, il y a l'entraînement par neurofeedback qu'on va vous présenter. Il a beaucoup d'avantages, c'est qu'il y a peu d'effets secondaires, contrairement aux médicaments. Les effets arrivent assez rapidement. Vous n'avez pas besoin de faire 3 mois, 6 mois, 12 mois, jusqu'à ce qu'on sente quelque chose.
Et aussi, une fois que les effets sont arrivés, ils se maintiennent à long terme. Donc, c'est pratique. Une fois qu'on arrête cet entraînement, il y a toujours les effets. Alors, il ne faut pas oublier non plus aussi, à côté de ces prises en charge, certains facteurs qui sont quand même importants d'aborder. L'alimentation, bien évidemment, il faut éviter tout ce qui est surstimulant et excitant, le sucre, le soda, les boissons énergisantes, parfois le café. Je conseille à tout le monde d'éviter ça pour leur santé, mais voilà, pour le TDAH surtout. Aussi, les temps d'écran, c'est une activité passive, l'enfant ne fait rien, en plus il ne dépense pas son énergie, il n'est pas en interaction avec quelqu'un, et il y a aussi l'influence de la lumière bleue sur le sommeil. D'où l'importance d'un sommeil aussi régulier et réparateur. Si on veut que l'enfant soit en forme pour être attentif et concentré à l'école, il faut qu'il puisse se reposer et que son cerveau recharge ses batteries pendant la nuit. Autre chose très très important, l'activité sportive, il faut qu'il en fasse, il faut qu'il puisse dépenser toute cette énergie qu'il a et qu'il apprenne à la canaliser. Il y en a énormément, il peut en faire plusieurs, il y a le choix. Et aussi quelque chose d'autre que je voulais vous présenter, une étude qui était assez intéressante qui parlait de l'influence de l'ensoleillement. Alors c'est une étude qui a été faite en 2015-2016 aux États-Unis. Et il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que dans les États américains où il y avait beaucoup de soleil, beaucoup de journées d'ensoleillement, il y avait moins de cas de TDAH diagnostiqués et inversement, dans les États du Nord où il y avait moins de soleil, il y avait plus de cas de TDAH. Donc, ils ont étudié tous les paramètres et se sont rendus compte qu'il y avait une relation directe entre les autres. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est une étude de Arns. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra vous donner la référence. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point de vue classique, la façon classique dont on regarde le TDAH. Mais je vous parlais tout à l'heure que c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça change le développement du cerveau. Donc, c'est un fonctionnement différent. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau cérébral? Et bien, pour savoir ça, il faut faire ce qu'on appelle un EEG, électroencéphalogramme. C'est une autre façon de regarder le TDAH et ses symptômes. Alors, qu'est-ce que c'est l'EEG et à quoi ça sert? L'EEG, voilà, c'est ça, chez nous, c'est l'électroencéphalogramme qui va nous permettre d'observer l'activité électrique du cerveau. Il faut savoir que dans notre système, il y a deux sous-systèmes. Un système chimique, les hormones, et le système électrique qui est le cerveau. Donc, tout ce qui est électrique, c'est mesurable. Et on va le mesurer grâce à ce bonnet que vous voyez ici sur l'image. Donc, c'est un bonnet avec les électrodes que vous voyez en rose et des petites éponges qu'on va placer sur la tête pour enregistrer l'activité électrique. Ça va permettre d'observer directement la source et l'origine des symptômes. Je vais vous expliquer plus en détail un petit peu plus tard. Donc, ça ne fait pas mal. La personne ne sent strictement rien. C'est sans gel chez nous, j'insiste bien. Le EEG ici se fait avec de l'eau et des petites éponges et le signal est d'une qualité parfaite. Voilà, ça n'altère pas la qualité. Par contre, ce que ça ne permet pas d'observer les lésions, même si quand il y a une lésion dans le cerveau, ça perturbe l'activité électrique, et ça va se voir sur l'EEG, et ça ne permet pas le diagnostic. Avec un simple EEG, voilà, on ne peut pas dire vous êtes ci, vous êtes ça. Ça va permettre de voir les dérégulations de l'activité électrique du cerveau. Est-ce qu'elle est normale dans la moyenne ou alors est-ce qu'il y a une région qui est trop active ou une région du cerveau qui est sous-active? Comment on sait ce qui est normal ou dérégulé? Eh bien, grâce aux études qui ont évalué la puissance du cerveau et sa répartition, comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un graphique. Voilà la répartition de la puissance du cerveau. Alors, voyez le cerveau comme un moteur de voiture. On a le moteur qui a une capacité d'essence limitée, voilà, sur la journée. Donc, la plupart du temps, on roule à une vitesse normale. Le cerveau fonctionne à une vitesse normale quand on est éveillé, actif, voilà, mais calme. Parfois, il faut qu'on ralentisse. Pour faire certaines tâches, il faut qu'on aille moins vite. Donc, on va ralentir. Et parfois, dans certains cas, il faut qu'on aille plus vite. Voilà, c'est exactement pareil. C'est comme ça que la puissance du cerveau se distribue. Donc, on a peu
d'ondes, puisque c'est de l'électricité, on parle en termes d'ondes, on a peu d'ondes lentes, peu d'ondes rapides, et la plupart du temps, voilà, on doit avoir une certaine quantité de ces ondes-là autour de 20 Hz. C'est un état calme, concentré, où on fonctionne. Voilà, où on peut faire toutes nos tâches du quotidien sans trop de difficultés. Alors, chez nous, toutes ces infos de l'EEG, l'activité cérébrale, la puissance, les dérégulations, elles sont rassemblées dans un rapport. Alors, ce rapport, j'ai oublié de parler du TDAH, oui. L'inverse du profil normal, c'est le TDAH. On parlait justement tout à l'heure que le TDAH, c'est un manque d'autorégulation. Le TDAH, effectivement, il s'autorégule mal, donc il a un profil complètement à l'inverse de la normale. C'est-à-dire que lui, il est soit très ralenti, il a beaucoup d'ondes lentes, donc il a du mal à se concentrer, à être attentif, ou alors il est très, très rapide, très actif, très impulsif, il est en sur-régime, comme le moteur. Mais rarement, il est dans un état calme, actif de fonctionnement. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de manque d'autorégulation, parce qu'il y a la courbe complètement inversée. Voilà, donc ces infos-là, elles sont, comme je vous disais, dans ce qu'on appelle la brain map chez nous, la cartographie cérébrale, qui est un rapport de tout ce que contient l'EEG. Alors, ça va être une représentation graphique de l'activité cérébrale. Je vous montrerai une illustration tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et qu'est-ce que ça contient, cette représentation graphique de l'activité cérébrale? Ça contient les ondes détaillées. Donc, on en a 5 en tout dans le cerveau, 5 types différents. Elles sont toutes bonnes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir leur position et leur quantité quelque part. Ça va nous donner les informations sur les symptômes. Car une onde à un endroit, s'il y en a trop, ça peut être du stress. Une onde qui va manquer à un autre endroit, ça peut être des difficultés de sommeil. Et ça, on le sait grâce aux études qui ont pu faire le lien entre les deux. Donc, on a ces 5 ondes. La première, c'est la delta. Ça, c'est une onde très lente qui est présente majoritairement lorsqu'on est en sommeil profond ou lors de phases de coma. Le θ, c'est une onde très lente qui est présente lors du sommeil léger, mais qui intervient aussi dans les processus créatifs. Ensuite, on a l'alpha. C'est une onde qui correspond à un état de calme, de relaxation. Par exemple, les gens qui méditent sont en alpha. Ensuite, on a les ondes rapides bêta. Ça, c'est quand on est concentré, qu'on calcule, qu'on pense, voilà, un état actif. Le cerveau fait quelque chose, il travaille. Ensuite, on a aussi les ondes high bêta, qui sont un petit peu plus rapides que les ondes bêta. Là, par contre, ça, c'est quand le cerveau est dans un état de stress, de nervosité, d'agitation, d'anxiété. Donc, ce n'est pas un état très, très agréable. Donc, je vais vous montrer à quoi maintenant ça ressemble une brain map, comment on regarde ces ondes-là et quel est le profil typique du TDAH sur l'EEG. Après, il faut savoir que chaque être humain est unique, donc on ne verra pas toujours la même image chez chaque profil, chez chaque patient. Voilà, chacun a son histoire de vie et ses symptômes. Donc, on a ici une partie d'une brain map, la cartographie du cerveau. Là, ce sont les 5 zones que je vous ai présentées tout à l'heure. Et vous avez des têtes qui représentent le cerveau. Là, vous avez le nez et ici, vous avez les oreilles. Donc, cette zone-là, c'est le front et derrière, c'est l'arrière de la tête. Donc, le code couleur, pour faire simple, en blanc, c'est quand on considère que l'activité du cerveau est normale. Alors, à mettre entre des pincettes, normale. Et quand on va vers le bleu, par contre, là, c'est qu'il y a un manque, une carence de l'onde, moins d'activité cérébrale. Et quand on va dans le rouge, là, par contre, c'est qu'il y a trop, un surplus de l'onde par rapport à la normale. Alors, ça, c'est une image d'un profil un peu typique TDAH, mais ce n'est pas ce qu'on voit non plus à chaque enfant TDAH. Ça peut varier. Je vous montrerai tout à l'heure un autre enfant TDAH qui n'a pas ce genre de brain map. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un θ élevé. Le θ, pour rappel, c'est une onde lente. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça ralentit le cerveau. Il y a beaucoup de ralenti. Ça empêche de se concentrer, d'être attentif et actif. Secondement, il y a une carence en bêta. Il manque de ces ondes-là
Le bêta, je vous rappelle, c'est une onde rapide qui permet d'être actif et de penser, calculer, faire quelque chose. Pourquoi il y a cette carence-là? Eh bien, pareil, même chose. Rappelez-vous l'image du moteur de voiture. Il y a une puissance donnée par jour disponible. Cette puissance, elle est distribuée entre ces ondes-là. Eh bien, s'il y en a trop ici, forcément, il va en manquer ici. Donc voilà un petit peu plus pour les brain maps, comment nous on regarde. Donc voilà, ça c'est un problème cognitif et ça avec un ralentissement. Et ici c'est aussi une lenteur, un problème au niveau cognitif. Mais il y a d'autres choses qu'on peut voir aussi sur les brain maps. Par exemple ici. Ici, vous avez de l'alpha. Alors l'alpha, c'est l'onde de la méditation et de la relaxation. Par contre, quand on en a trop au niveau du front, c'est relié directement à un ressenti de tristesse profond, voire parfois mélancolie. Voilà, ça par exemple, c'est un autre patient qui avait de la tristesse. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le TDAH, on peut le voir d'une autre façon sur le EEG, pas directement avec le θ et le bêta. Ça, c'est une cartographie, une brain map d'un enfant qui a un TDAH, qui était traité par Ritaline pour cela. Mais chez lui, ce qu'on a vu en premier qui exacerbait en fait le TDAH, qui venait se mettre par-dessus, c'était pareil. L'alpha en frontal, donc il se sentait très triste, très mal. Il avait beaucoup de pensées négatives et à côté, il avait ce high bêta. Alors je vous rappelle, le high bêta, onde très rapide, nervosité, anxiété. Donc il était très anxieux cet enfant-là. Voilà pour une autre façon où on a pu observer un TDAH exacerbé. Là, c'est vraiment le H, hein, l'hyperactivité du trouble. Hein. Ça rend très, très nerveux. Alors, ça, du coup, c'est le EEG. C'est la première chose qu'on fait quand il y a un patient qui vient. On regarde directement son cerveau pour voir qu'est-ce qui est dérégulé, quels sont ses principaux symptômes. C'est la première étape du neurofeedback, puisque avant de vouloir aider à réguler, on va regarder qu'est-ce qui est dérégulé. Donc, le neurofeedback, c'est la deuxième étape. Comment ça se passe, comment ça marche et qu'est-ce que c'est? Donc, pareil, on va placer les électrodes sur la tête du patient, le petit bonnet, pour mesurer son activité cérébrale en direct, en live. Cette EEG, ces ondes cérébrales sont directement envoyées à l'ordinateur sous forme de graphique, comme vous pouvez voir à l'écran. Et ça va être traduit directement par le logiciel en termes de bonnes ou de mauvaises performances. Ces bonnes ou mauvaises performances, elles sont directement reliées à un retour en face du patient que le patient va regarder. Ce retour, c'est un feedback qui va donner une information au patient sur sa propre activité cérébrale, puisque lui ne peut pas savoir directement qu'est-ce qui se passe là-haut. Donc, pour vous faire simple, si le patient est concentré, c'est une bonne performance. Donc, il va avoir un retour, un feedback positif. Chez nous, c'est un film sur écran. Qu'est-ce qu'un feedback positif? Eh bien, c'est un film en bonne qualité. L'image est claire, visible, le son est de bonne qualité, le patient peut entendre ce qu'il se passe. Donc, il est récompensé lorsqu'il est attentif. Par contre, si le cerveau et si le patient se déconcentre ou commence à penser à autre chose, part dans ses pensées, ça, c'est une performance négative. Donc, le feedback va tout de suite changer et le film va devenir très sombre à l'image, le son va diminuer et ça va être frustrant pour le patient et pour le cerveau puisqu'il ne pourra pas suivre correctement le film. Pourquoi ça marche? Eh bien, je vous donne l'exemple simple. Quand vous êtes dans la voiture et que vous écoutez la radio, quand ça se met à grésiller, que vous n'entendez pas correctement la musique que vous adorez, qu'est-ce qui se passe? Ça vous énerve, alors vous faites quoi? Vous changez la station. Et là, c'est pareil. Le cerveau, quand le film n'est pas de bonne qualité, ça va l'énerver, il va changer son état d'activation. Et il va rapidement comprendre et faire le lien que lorsqu'il est bien concentré, lorsqu'il a de bonnes performances, eh bien, il est récompensé. Lorsqu'il a de mauvaises performances et qu'il est déconcentré, eh bien, il est privé du film. C'est ce qu'on appelle un conditionnement opérant dans notre jargon. On va récompenser la bonne attitude. Alors, le patient n'a pas besoin d'être conscient et de se hyper concentrer pour ça. Le cerveau, il va remarquer ces changements très facilement.
Et ce qui rend cet apprentissage puissant, c'est que le cerveau est incapable de prédire les changements. Il s'active, mais c'est l'ordinateur qui va directement faire les changements de l'image. Donc, ça va à chaque fois le surprendre lorsque ça va changer. Le patient, lui, au bout d'un moment, il ne fera plus attention, mais le cerveau va continuer à capter ces changements d'intensité. Alors, je vais vous montrer un exemple de séance, comment nous, on le voit de notre côté sur l'ordinateur. Je vais juste baisser. Alors, le son, peut-être que vous ne l'entendrez pas varier, mais en tout cas, vous verrez l'image qui change. Donc là, on a le EEG, on a la personne qui est assise devant la télé, qui voit ce film-là. Donc ça, c'est un exemple, c'est une démo. Hein. Donc, il y a l'enregistrement en temps réel qui va se faire avec les images de la cartographie cérébrale en même temps. Et lorsque les performances ne sont pas jugées bonnes, que l'activité n'est pas jugée comme dans la moyenne normale, eh bien, le film va changer en fonction de ça. Je vais vous laisser passer l'enregistrement, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Voilà comment ça se passe. Alors après, c'est plus complexe que ça pour nous. Hein. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, à changer. Voilà, on peut paramétrer la taille qui change. On peut le faire sur la luminosité. On peut le rendre flou ou net. Voilà, il y a plein de choses différentes qui sont possibles. Ça, c'était juste pour vous montrer. C'est plus simple visuellement que d'expliquer. Voilà. Alors, comment le neurofeedback, du coup, ça peut aider le TDAH. Maintenant, on a vu comment ça fonctionnait, mais quel est le principe pour aider le TDAH? Eh bien, avec les séances, cet apprentissage, on veut rééduquer le cerveau. Il est dérégulé, il s'est éduqué d'une mauvaise manière, donc on va l'aider. On va lui montrer le chemin sans qu'il s'en rende compte forcément consciemment. Donc, on veut obtenir une meilleure régulation cérébrale, puisqu'on a vu les dérégulations, c'était trop de θ, trop d'ondes lentes, parfois un manque d'ondes rapides ou alors de l'anxiété, trop d'ondes rapides. Donc, il faut réguler ça. On va aussi stimuler l'activation des réseaux attentionnels pour aider au niveau attentionnel que l'enfant puisse se concentrer. Souvent, ils sont moins sollicités dans le cerveau d'un enfant TDAH. Donc, c'est les choses qu'on va faire. Le but, tout ça, c'est que ça nous mène à une meilleure autorégulation du sujet et qu'il bénéficie de plus de flexibilité pour qu'il puisse s'adapter. Voilà, quand il a une tâche à faire, qu'il soit capable de se mettre dans un état de concentration. Par contre, quand il doit rester calme et se relaxer, qu'il puisse revenir à un état de relaxation. Voilà, c'est cette flexibilité, ce changement qu'il n'a plus qui est important. Alors, la question, c'est est-ce que le neurofeedback, c'est efficace? Alors, il y a énormément d'études sur le sujet, de plus en plus récentes également. C'est aussi efficace que la Ritaline et c'est également aussi efficace que les thérapies comportementales. La grande différence avec le traitement par médicament et par thérapie, c'est que là, les effets sont durables dans le temps, même quand on a interrompu les séances. Donc, il faut savoir que les effets les plus puissants sont ressentis 6 mois après traitement. Et il y a beaucoup d'études qui ont suivi des enfants jusqu'à 2 ans, voire certaines 10 ans après les séances de neurofeedback. Et les effets étaient toujours là. Il n'y a pas eu de retour en arrière ou de perte. Donc voilà, ça c'est des gros avantages. Alors maintenant, je vais rapidement vous présenter comment nous, dans le cabinet, ça fonctionne quand on a un patient qui vient avec une plainte. Quel est le processus à suivre? Alors, il y a une première étape indispensable, c'est le bilan. Il faut toujours faire un bilan initial. La personne va venir avec des plaintes, avec des symptômes, des choses qui la gênent au quotidien. Donc, il faut voir comment ça se passe au niveau du corps. Donc, on va faire une brain map, un EEG. Ça consiste en un enregistrement de 10 minutes, une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés. Donc, on obtient les petites images de cerveau avec les couleurs des ondes que vous avez vues tout à l'heure. On fait également une évaluation cognitive. Alors, chez nous, elle se passe en ligne pour évaluer l'attention, la mémoire, toutes les fonctions pour être sûr que tout va bien. On évalue aussi le sommeil parce que dormir longtemps ne veut pas forcément dire que vous avez un sommeil très efficace.
Vous pouvez avoir un sommeil non récupérateur, même après 10 heures de sommeil. Et aussi le stress, il faut évaluer votre niveau de stress sur l'organisme. Ensuite, une fois qu'on a fait le bilan et que le patient dit, voilà, OK, on est parti pour faire du neurofeedback. Voilà, on a l'entraînement de neurofeedback. Alors, chez nous, c'est 10 séances minimum. Comme ça, on s'assure qu'il y a des bénéfices qui sont stables, que le cerveau a bien eu le temps d'apprendre et de retenir ce qu'il a appris, de l'intégrer. Donc, on fait aussi des entraînements cognitifs pour ceux qui en ont besoin. Et il y a toujours un suivi des symptômes régulièrement, toutes les semaines. Après avoir fixé un objectif ensemble, on va évaluer si on se rapproche de cet objectif ou non, ou pas assez rapidement. Ça va nous permettre d'adapter chaque séance à chaque fois. Parce que le but, voilà, pour nous, c'est d'arriver à aider le patient, de répondre à sa demande. Ensuite, après l'entraînement, forcément, il y a une étape de bilan, de nouveau, de voir est-ce qu'on a atteint l'objectif ou non. Donc, on va faire de nouveau une brain map et une évaluation cognitive pour voir ce qui a changé. Alors là, je vous ai mis un exemple de avant, après, en cours de traitement. Ici, c'était l'enfant qui avait une grande tristesse et beaucoup d'anxiété. Après quelques séances, là, on voit que l'alpha a diminué au niveau du front, donc il y a moins de ressenti de tristesse. Et ici, il y a moins de high bêta, donc moins d'anxiété. Alors, chose très importante, pour nous, l'objectif, c'est pas de rendre la brain map toute jolie, sans couleur, toute blanche, et de dire, waouh, tout est blanc, c'est normal. Déjà, ce serait bizarre, ce serait presque impossible. Et ensuite, deuxièmement, nous, le but, c'est de répondre à la demande du patient. Si on a un patient qui nous dit je me sens très triste, mais que ça ne dérange pas le stress, voilà, on ne va pas s'occuper de quelque chose qu'il n'a pas envie qu'on prenne en charge. Voilà, nous, on répond à sa demande et on discute avec lui, on évalue. Et s'il faut changer en cours de route et il se dit peut-être que je suis quand même stressé, il faudrait peut-être faire quelque chose, alors là, voilà, on va suivre. Et ensuite, étape 4 très importante, on ne vous laisse pas tomber, c'est-à-dire qu'on va toujours rester en contact, notre porte est toujours ouverte, même si vous avez fini les entraînements, si vous traversez une période difficile dans votre vie, ou alors, il y a certaines personnes qui aiment bien venir chez nous pour faire un entretien. Comme la voiture, ils vont venir faire 1 ou 2 rendez-vous par an, histoire de réviser leur cerveau et de se donner un petit coup de pêche. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, je vais vous montrer les résultats. Juste un exemple d'un patient, voilà, une maman qui a tenu à témoigner. C'est l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il a 10 ans. Lui, il a été diagnostiqué TDAH. Il est sous Ritaline, mais il y avait de gros problèmes à l'école. Grosse lenteur d'apprentissage, beaucoup de problèmes de stress, d'angoisse, de nervosité. Il avait des pensées assez négatives. Il était angoissé par des sujets sur la vie, la mort. Il avait peur de rentrer dans certaines pièces de sa maison qui l'angoissaient. Donc, après quelques séances, il disait se sentir mieux. Se sentir plus relax, et sa maman a témoigné qu'il avait gagné en confiance, en maturité, qu'il était plus autonome, il faisait plus de choses seul, il était capable d'aller dans les pièces qui lui faisaient peur, voilà, il était plus serein, il se posait moins de questions, et donc à l'école, il a eu beaucoup plus de capacités attentionnelles qui lui ont permis de suivre et d'avoir des bons résultats scolaires. Voilà. Alors, quelques petites précisions avant qu'on passe aux questions, puisque des fois, c'est des questions assez récurrentes, donc je tenais à vous en parler rapidement. Il n'y a pas de danger suite au neurofeedback. Il y a peu d'effets secondaires aussi. Les seuls effets secondaires possibles, ce sont des légers maux de tête. Pourquoi ? Eh bien, c'est un entraînement. C'est comme le sport. Quand vous faites du sport correctement, vous avez des courbatures aux muscles le lendemain. Eh bien là, c'est la même chose. Vous avez des courbatures, mais au cerveau, donc un léger mal de tête. Ça passe très vite en se reposant et en s'hydratant correctement. Ça peut très bien se faire en parallèle d'autres traitements ou thérapies. Simplement, il faut quand même en discuter avec les personnes qui vous suivent. Les effets, comme je vous disais, sont stables dans le temps. C'est comme le vélo. Une fois que vous avez appris à faire du vélo, vous saurez en faire toute votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre à chaque fois que vous montez sur un vélo.
Au bout de 3 ans, vous remontez dessus. Bon, au début, c'est un petit peu difficile. Vous avez peut-être mal un petit peu aux jambes, aux fesses, mais vous savez toujours pédaler. Le neurofeedback, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire du neurofeedback toute votre vie. Le but, c'est juste que les appareils apprennent au cerveau à faire et qu'une fois que le cerveau a appris, eh bien, il peut le faire tout seul. Il y a peu de contre-indications. Je vais vous lister les seules contre-indications. Donc, c'est les tumeurs au cerveau, le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, ou alors quelqu'un qui a eu un AVC récent, les trous ou les fissures dans le crâne, les plaques métalliques au niveau de la tête suite à une opération par exemple, les inflammations aussi aiguës dans le corps ou des problèmes respiratoires, des fortes insuffisances. Ça peut être des contre-indications qui fait qu'on va refuser de fournir des entraînements aux patients. Mais dans certains cas, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut toujours consulter d'abord un spécialiste. Ici, dans le centre médical où on est, les patients voient toujours un médecin ou un psychiatre avant qu'on prenne une décision. Voilà, ils sont toujours suivis médicalement. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, le neurofeedback, ça se pratique dès 4 ans déjà et jusqu'à un certain âge. Voilà, nous, on a des patients qui ont plus de 85 ans qui viennent ici pour limiter ou éviter un trop fort déclin cognitif, voilà, par rapport aux démences, au vieillissement, etc. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'ai fini pour la partie présentation. Je vais redonner la parole à François qui a encore des petites choses à vous montrer et puis on pourra passer aux questions aussi. Voilà François, je te redonne la parole. Voilà, bonjour. Voilà, restons encore sur la slide. Je propose qu'on fasse tout de suite encore les questions, parce que voilà, il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées. Je vais commencer par la question de Joël. À partir de quel âge peut-on faire le diagnostic à un enfant? Alors, je ne sais pas de quel pays vous êtes, mais typiquement dans mon expérience, les problèmes pour les enfants TDA apparaissent normalement dans la 2e classe primaire, c'est-à-dire au moment où, à Luxembourg, on passe à l'écriture cursive et au moment où le français est rajouté. Et à ce moment-là, voilà, des problèmes apparaissent. Parfois, bon, l'hyperactivité, ça se voit plus tôt. J'avais oublié de dire dans la présentation, je suis moi-même un TDA, mais sans hyperactivité, donc diagnostiqué. C'est pour ça que je suis arrivé au neurofeedback. Voilà, j'ai une certaine expérience, on va dire personnelle, plus avec quand même des dizaines de clients de tous âges. Voilà. Donc la première chose, c'était à partir de quel âge? Théoriquement, il est recommandé de ne pas faire de diagnostic, on va dire avant 6 ans, quelque chose comme ça. Ça donne pas beaucoup de sens avant. Voilà. Avant, l'enfant, le cerveau n'est pas assez développé pour pouvoir faire des diagnostics. Nous ne faisons pas de diagnostics. Je pense que c'est un point très important à soulever et à souligner. On est dans une approche multimodale. Le médecin de famille ou le médecin référent est important puisqu'il connaît les historiques, etc., etc. Et après, il y a des médecins spécialisés, des pas psychiatres, mais des médecins spécialisés en enfance. Il y en a quelques-uns à Luxembourg, en France, en Belgique, je ne sais pas trop, mais il y en a. Voilà. Préparez-vous pour un parcours du combattant pour faire le diagnostic. Ouais. Alors là, voilà, il y avait des problèmes pour des gens qui avaient du mal à se connecter de vidéos et de sons. Donc, apparemment sur mobile, c'est un peu plus problématique. Vous pouvez le suivre sur Facebook en live. C'est aussi enregistré. Et si vous vous êtes enregistré, vous aurez accès voilà, si vous avez donné votre adresse email, vous aurez accès à l'enregistrement. Alors, il y avait donc encore des questions. Voilà, quel est le taux de réussite du neurofeedback sur la TDAH? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on peut dire sans complexe qu'on a des taux de réussite comparables par rapport à la Ritaline, c'est-à-dire le traitement, ce qui est standard, la méthylphénidate. Mais ça dépend naturellement, comme Mélanie l'a souligné, il y a des facteurs qui peuvent être facilitateurs et des facteurs qui peuvent être aggravants. Ça veut dire rentre en compte vraiment l'hygiène de vie. Il y a voilà,
les TDA, normalement, ils ont des problèmes d'un sommeil pas récupérateur. Ils ont tendance à bien aimer le sucre parce que ça donne beaucoup de boost d'énergie, mais ça détériore la concentration. Surtout, ça n'aide pas le contrôle de l'impulsivité. Donc, mais on va dire que si les conditions sont favorables, dans notre expérience, on arrive toujours à avoir une amélioration des symptômes. C'est-à-dire que les symptômes, le neurofeedback ne va pas changer l'enfant ou l'adulte, mais va permettre, comme Mélanie l'a dit dans la présentation, le principe, l'objectif que nous on a avec le neurofeedback, c'est d'apprendre au cerveau qu'il arrive à mieux se réguler. S'il arrive à mieux se réguler, c'est-à-dire pas trop d'ondes rapides pour être dans l'hyperactivité, pas trop d'ondes lentes pour être le rêveur ou ne pas être concentré, mais un juste milieu, ça, normalement, on y arrive. Est-ce que c'est une garantie que les symptômes ne vont pas revenir? Non, parce qu'il suffit de mal dormir pendant 2 semaines, de mal se nourrir, de plus faire du tout d'exercice, de passer 8 heures par jour devant la télé, et même un enfant normal développe alors les symptômes d'un TDA, même sans diagnostic ou sans thématique. Donc le taux de réussite, on va dire oui, il y a du taux de réussite, il y a des améliorations, là je dirais presque du 100%. Combien? Ça dépend vraiment de tout ce que vous allez mettre en place autour. Voilà. Ni la méthylphénidate, ni le triple P parenting, ni le neurofeedback ne sont des solutions miracles. Ça n'existe pas. Voilà. C'est plutôt quelque chose, le TDA, c'est quelque chose où vous devez apprendre à vivre avec et surtout apprendre à utiliser les forces. Voilà. Parce qu'il y a des avantages à être TDA. Est-ce faisable avec un adulte? Très bonne question. Oui. D'ailleurs, il y a Geoffroy, un ancien client, qui en témoigne. J'en suis l'exemple. Merci, Geoffroy. Oui, il faut dire que je parle de Luxembourg, puisque je connais quelle est la situation à Luxembourg. Jusqu'il y a une quinzaine d'années à Luxembourg, le TDA n'était pas encore trop connu de tout le monde. Ce n'était pas encore vraiment un sujet. Par exemple, dans le milieu médical, circulait quand même beaucoup la croyance qu'à 18 ans, on était guéri. Du jour au lendemain, le jour où vous avez 18 ans, hop, les symptômes disparaissent. En pratique, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il y a certains cerveaux qui, pendant l'adolescence, ou voilà, en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans, le cerveau évolue encore structurellement, physiquement. Il y a des cerveaux qui ont ce qu'on appelle une rémission spontanée, c'est-à-dire que là, les symptômes disparaissent. Mais c'est d'après mon expérience, bon, moi je vois aussi que les gens où les symptômes restent, je ne vois pas les gens où tout va mieux d'un coup, les symptômes ne disparaissent pas en tant qu'adulte. Et il y a grande différence, je pense qu'en tant qu'adulte, on arrive mieux à les cacher et on sait les contourner. C'est-à-dire que pour moi, un TDA, il est souvent spécialiste pour mettre en place des stratégies pour ne pas être dans une situation où il va subir ces thématiques. Prochaine question de Joël. Joël, décidément, je pense qu'elle est très intéressée. Quelle est l'importance de l'implication volontaire de l'enfant? Eh bien, justement, ça, c'est une question où le neurofeedback a un grand avantage par rapport à de la thérapie ou de la rééducation cognitive et d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un apprentissage que nous, on appelle implicite. C'est comme apprendre à vélo. Une fois que vous l'avez appris, vous n'avez plus besoin qu'on vous l'explique. Vous saurez même 20 ans après, sans avoir roulé. Bon, les premiers tours de pédale seront peut-être un peu hésitants, mais après, ça reste. Donc, et on a la chance de pouvoir utiliser donc, comme interface soit des films, soit des jeux. Donc, normalement, les enfants accrochent. Bon, ce n'est pas le même niveau que ce qu'ils connaissent sur une PlayStation 4, le niveau graphisme, ce n'est pas ça. Mais ici, est un élément très important, c'est qu'ils apprennent, ils se rendent compte, je progresse et j'ai moi qui contrôle. Donc, je suis de nouveau en contrôle et je peux faire quelque chose. Prochaine question de Petrousk sur pensez-vous que le neurofeedback pourrait aussi aider un enfant HP? Oui, oui et oui. HP haut potentiel. Donc, ça, c'est j'en ai eu bien une dizaine déjà en tant que client dans notre cabinet.
haut potentiel, c'est on croirait qu'être plus intelligent, c'est un avantage. Or, ça n'en est pas. Moi, je mettrais ça plutôt dans la catégorie handicap, mais peut-être, voilà. Ce que moi, parmi les gens qui sont venus dans le cabinet, que moi j'ai vu, on a regardé, on a analysé le cerveau, on s'est rendu compte qu'il y avait ce haut potentiel. Il y a souvent des parties, des compétences qui sont surdéveloppées, donc ils comprennent très très vite. Et parfois, parfois chez les hauts potentiels, pas toujours, il y a des parties qui sont sous-développées. Peut-être parfois c'est les compétences sociales. En tout cas, les interactions sociales sont souvent un problème. Mais principalement, les enfants qui ont un haut potentiel, ils ont un problème, c'est qu'ils réfléchissent parfois plus vite même que leurs parents. Ils sont toujours en avance et ils se sentent extrêmement seuls. Et les problèmes se situent plutôt au niveau de la régulation émotionnelle. Et tout ce qui est régulation émotionnelle, le neurofeedback ou les neurostimulations que nous on fait, ont d'excellents résultats. On en a vu passer quelques-uns. Voilà. En Belgique, on peut. Voilà. Effectivement, l'âge du diagnostic, c'est pas avant 6-7 ans. Voilà. Les séances durent combien de temps? Ben, ça dépend. Là, ce que Mélanie a présenté, c'est comment on fonctionne dans le cabinet. Bon, maintenant, pendant les 6 dernières semaines, le cabinet était fermé. À partir de lundi, on peut rouvrir, youpi. Mais voilà, ça. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est le neurofeedback à distance. Voilà, donc c'est avec un appareil qu'on envoie chez vous. La différence entre le traitement à distance et ce qu'on fait chez nous dans le cabinet, c'est que en cabinet, c'est beaucoup plus puissant, mais donc vous avez moins de séances. Dans ce qu'on propose à la maison, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas les temps de déplacement, il y a plein voilà, les avantages, je pense que ce sont assez clairs, mais vous aurez besoin de faire plus souvent. Je prends la métaphore du sport, voilà la comparaison avec le sport. Vous n'allez pas préparer un semi-marathon en allant courir 5 fois. C'est un entraînement, c'est pas une thérapie, pour moi c'est un entraînement du cerveau. Donc l'entraînement à la maison, nous on dit minimum 5 séances par semaine pour avoir des bons résultats. À peu près, les entraînements au début on commence vers 20 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Ou 40, mais ça dépend comment l'enfant évolue. C'était pour ça que nous, on suit les différents clients, on voit comment ils ont réussi, parce que le clé du succès, c'est qu'en fait, le challenge qu'on propose au cerveau, l'entraînement, il faut qu'il soit pas trop facile, parce que quand c'est trop facile, le cerveau s'ennuie et il veut passer à autre chose, et quand c'est trop difficile, il veut même pas commencer. Et surtout les enfants TDA, s'il y a des parents concernés ou des professionnels d'éducation, savent que la tolérance à la frustration chez les TDA est très, très basse. Voilà. Nous, on n'a pas de diagnostic. Nous ne faisons pas de diagnostic. Par contre, au niveau du centre, on a des médecins. Donc, il y a 2 médecins, il y a un psychiatre. Voilà, nous connaissons aussi les médecins spécialisés à Luxembourg. On peut vous renvoyer qui font le diagnostic. Par contre, l'EEG peut être un élément très riche pour justement poser les bons diagnostics, parce que souvent, le TDA, comme a dit Mélanie, le TDA vient accompagné de problèmes de régulation émotionnelle, d'angoisse, de problèmes de sommeil, voilà. Et là, le neurofeedback est vraiment voilà. Peut-on connaître un lien entre TDA et épilepsie? C'est Omran, un épileptique pour éviter ce soin, que sans contre-indication. Un effet bénéfique est-il possible? Alors, sans rentrer dans les détails d'être trop technique, mais au niveau du cerveau, ça se passe dans les mêmes ondes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ondes lentes, c'est-à-dire des θ chez l'épilepsie. Et pour la petite anecdote, l'épilepsie était la première application du neurofeedback. Et ça se passe dans les années 60. Donc, c'est pas maintenant, c'est pas avec des ordinateurs. Et les premiers sur lesquels ça a été fait, c'était des chats. C'est-à-dire que des chats ont été entraînés pour modifier leurs ondes cérébrales. Suite à ça, ils ne développaient plus de crise d'épilepsie. Et donc, oui, on a déjà aussi soigné des gens. Pas soigné, mais on a entraîné des cerveaux. Et ça, en fait, oui, c'est possible D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à nous contacter. J'ai des vidéos et des informations très intéressantes là-dessus. Par contre, l'épilepsie, c'est autre chose que le TDA. Là, on est parti sur beaucoup plus de séances. Voilà.
Euh, il y a Bastien qui nous fait part de son expérience. Merci Bastien, merci. Euh, voilà. Est-ce que les troubles anxieux et TDA sont compatibles? Peut-on avoir les deux? Oui, très bonne question, Geoffroy. C'est même une question. Euh, souvent, on a vu dans les brain maps, donc dans les images, la cartographie de votre cerveau, le TDA ne vient rarement seul et souvent il est accompagné de l'anxiété. Pourquoi? Je vais parler de mon expérience. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de concentration, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enchaîner les mauvaises expériences l'une après les autres. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas comme les autres, donc déjà un sentiment vous avez moins de valeur que les autres. Et après, vous vous rendez compte que même en travaillant autant que les autres, vous n'arrivez pas au même résultat. Et donc, ça va vous mener, vous allez répéter vos échecs, et donc ça va vous réconforter dans un mécanisme négatif. Voilà. Et donc, vous allez avoir peur de répéter ces actions. Et normalement, ça donne de très mauvaises relations avec l'école. Voilà. On n'a qu'une envie, c'est de sortir de l'école. Voilà. Voilà, je pense que les questions. Il y avait encore une question sur Facebook. Que je pense que c'était par rapport aux relations entre le soleil et la présence de TDA, qui demandait est-ce que c'est une cause. Non. En fait, ce qui était très clair, c'est qu'il y avait une corrélation, c'est-à-dire les États où il y avait plus de soleil, il y a moins de TDA. Est-ce que c'est lié à l'activité sportive? Est-ce que c'est lié au soleil? On ne sait pas. On a juste noté, ce n'est pas la cause. C'est-à-dire que le soleil n'empêche pas la prolifération du TDA, hein, mais la cause est génétique. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs dans une famille, normalement, il y a toujours plusieurs membres de concernés. Moi, je pose souvent la question aux parents quand ils viennent, alors qui des deux parents est aussi concerné? Jusqu'à présent, moi, 9 fois sur 10, on a pu trouver un des parents concernés. Voilà. Donc maintenant, je pense que c'est... voilà, Geoffroy donne encore un tuyau par rapport aux boissons énergisantes. Oui, hein, ça c'est l'ennemi voilà, l'ennemi des TDA, c'est ce genre de choses, les Coca, Sprite et autres. Voilà. Mélanie, peut-être passer à la prochaine slide. Alors, je vais vous présenter quand même maintenant, parce que maintenant, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train. La prochaine slide, Mélanie. Voilà. Non, encore? Moi, je ne la vois pas. Ah, voilà. 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 Parce que maintenant, on a beaucoup parlé de TDA, le neurofeedback. Comment ça marche, voilà, combien ça coûte. C'est un moment un prix. Alors, normalement, jusqu'à présent, on faisait principalement des séances au cabinet. On n'avait que quelques clients qui faisaient des séances à distance, mais au moins on avait une petite expérience. Vu que ces dernières semaines, on a dû couper l'activité complètement du cabinet, on a préparé ce webinaire et on propose cette solution de neurofeedback à distance qui est plus simple, mais qui marche très très bien aussi. Donc ça, c'est un package complet qu'on vous propose, c'est-à-dire, bon, naturellement, vous avez besoin, on ne vous fournit pas de smartphone ou de la tablette. Mais une fois que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des enfants sans tablette ou sans smartphone, ils sont plutôt rares, malgré que j'encourage ça. Voilà, donc vous avez ça. Nous, on vous envoie le casque comme vous le voyez là. On vous fait un test neurocognitif avant, après. Comme le cabinet rouvre, on est capable, si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez venir au cabinet, on peut vous faire une brain map, donc cette cartographie vraiment imagée de l'activité cérébrale et voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses en plus ou voilà, comment vous utilisez votre cerveau ou votre enfant, voilà. Donc on fait tout ça. Normalement, ça coûte 419 € par mois et c'est un engagement sur 3 mois. Ça rajoute à ça la location du matériel et la pâte, parce qu'il faut fixer les électrodes. Maintenant, prochaine slide. Comme on est en période Covid et qu'on a surtout, je pense que Luxembourg, on appelait ça le homeschooling, donc l'éducation à la maison. Je pense que certains parents sont un peu arrivés au bout de leur nerf et se sont rendus compte que c'est peut-être pas la faute de l'institut ou que il y a vraiment quelque chose chez l'enfant qui est plus dur, ou que peut-être eux-mêmes sont concernés, ça c'est encore autre chose. On a fait une promotion spéciale. Une offre spéciale. C'est-à-dire, on enlève les frais de livraison, on enlève le frais de location, le matériel. On offre la pâte, la mise en route et donc le bilan initial et le test neurocognitif.
Tout ça pour un prix fixe. On enlève ce prix-là. Donc, ça fait une économie de plus de 200 euros et ça coûte 377 euros par mois, tout compris. Voilà. On propose, donc nous, on dit qu'il faut vous engager pour 3 mois. Pourquoi 3 mois? Ben, si vous faites 20 séances par mois, donc à raison de 5 séances par semaine, 4 fois 5, 20, vous allez faire 60 séances à la maison. Ça correspond à peu près à ce que nous, on pourrait atteindre comme résultat en 15 séances au cabinet. Voilà, en 15 séances. Mais là, les rythmes seraient une fois par semaine. Ici, ce serait à la maison avec une tablette, avec des films, avec des jeux. Donc, c'est voilà, chez vous. Si jamais au bout d'un mois, il n'y a rien qui se passe, vous pouvez arrêter au bout d'un mois. Je ne veux pas, voilà, ça ne sert à rien de mettre du matériel, payer quelque chose qui ne marche pas. Mais il faut au moins faire 20 séances sérieusement. La condition de succès, c'est votre participation assidue. Voilà. Normalement, on y arrive à motiver. Donc, ce qu'on propose, de toute façon, c'est un suivi. Dès qu'on voit que quelqu'un décroche ou que ça ne marche pas, on va vous contacter. Nous pouvons suivre à distance les séances. Voilà. Petite information intéressante. Voilà, si vous êtes, vous pouvez vous partager donc à plusieurs le matériel, puisque c'est un peu bête d'avoir le matériel chez vous. Il n'y a qu'une personne qui l'utilise par jour 30 minutes. Donc, vous pouvez avoir, mais normalement aussi, en plus, comme les TDA génétiques sont souvent bien répartis dans les familles, soit la maman ou le papa ou le frère et sœur peut donc aussi utiliser. Et donc, le deuxième utilisateur du casque, c'est à moins 50% et le troisième à moins 40%. Donc, moyen de traiter toute la famille. Voilà. Encore prochaine slide. Voilà. Comment ça se passe? Ben, on va aussi, voilà. Vous avez en haut un petit bandeau orange et un bouton bleu pour vous amener directement sur cette adresse, sur cette page-là. Donc, vous pouvez passer commande là. Si vous avez encore des questions en plus, maintenant on va ouvrir le micro et donc vous pourrez aussi poser les questions en live. Mais on propose aussi une consultation gratuite de 15 minutes ou 20 minutes, le temps que ça prendra. Vous pouvez prendre rendez-vous sur cette adresse et on vous répondra individuellement à vos questions individuelles. Étant moi-même TDA, je n'aime pas l'idée des étiquettes. Chaque cas est vraiment individuel et nous, je pense que c'est vraiment notre approche, c'est qu'on regarde chaque personne comme une individualité. Et pour moi, le TDA, ce n'est pas un handicap, c'est une qualité. Il faut juste essayer de trouver les forces et faiblesses individuelles. Voilà. Oui, Geoffrey. Voilà, Geoffrey, je pense que tu es un très bon candidat pour faire une petite téléconsultation. Je ne vais pas parler de neuroméditation. On va planifier d'autres rendez-vous, d'autres webinaires, comme la neuroméditation ou un webinaire spécifique sur le stress, l'anxiété ou les problèmes de sommeil, etc. On va maintenant, à partir de maintenant, on va faire régulièrement, tous les 14 jours, quelque chose comme ça. Toutes les 2 semaines, on va faire des sujets là-dessus. Et on pourra creuser d'autres thématiques. Aujourd'hui, on a juste commencé avec le TDA. Pourquoi? Parce que je suis concerné quelque part, je suis expert. Secondo, parce que c'est l'application du neurofeedback, où il y a la base scientifique qui dit que ça marche et que c'est validé et que c'est d'ailleurs, voilà, les études disent vraiment, voilà, le neurofeedback a la même efficacité que l'approche médicamenteuse, sans les effets secondaires des médicaments, parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout, l'effet continue, parce que vous arrêtez les médicaments, vous n'êtes pas guéri. Le neurofeedback, vous n'êtes pas guéri non plus, mais vous arrivez à gérer. Voilà. Si vous voulez, je vais ouvrir voilà, le mode. Non, Mélanie, toi, tu dois passer en mode discussion. D'accord, très bien. Voilà. Donc, si jamais vous avez encore, voilà, tout à fait en bas. Aussi ça. Voilà. Donc, le micro est ouvert. Vous êtes encore quand même quelques-uns qui sont là. Discussion, ça charge. Voilà. Je pense que si vous voulez poser les questions, donc je pense que vous êtes en mode. Voilà. Non, c'est sur l'écouteur, Mélanie. L'écouteur en bas à gauche. Ah oui, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais. Voilà. Normalement.
Ah, je ne peux pas accéder à mode discussion. Ah, voilà, ça y est. Ok. Ah bon. Maintenant, c'est bon. Vous avez tous vos Voilà. micros activés pour ceux qui ont envie de discuter avec nous. Alors, peut-être pas tous en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous poser une question? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que l'offre est claire? François, tu peux peut-être remettre ta caméra si tu souhaites. Oui. Voilà. Pas de questions? Je vais vérifier encore sur Facebook. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Réafficher l'offre. Oui, Nadia, je peux réafficher l'offre, mais il faut que je sorte. Voilà, je peux remettre l'offre. Est-ce que vous revoyez mon écran, François? Oui, on voit ton écran, mais il faut te mettre en plein écran. Et puis ça Ouais, parfait. Alors, voilà, je vais réafficher l'offre pour ceux qui souhaitent. Voilà. Et tu peux continuer, peut-être. Donc, voilà, vous cliquez en haut, voilà, en ligne, vous avez les informations. Donc, voilà. Et vous demandez toujours voilà, la petite consultation si vous voulez en savoir plus. Prochaine slide, peut-être, Mélanie. Voilà, donc ça, c'était voilà, pour se rendre. S'il y a encore des questions, éventuellement. Voilà, après, je vous les ai Merci laissés. Denise pour le feedback. On est Voilà. assez actifs. Hein. On Voilà. publie beaucoup sur Facebook de contenu à propos de la santé, du cerveau, de son fonctionnement, des choses. C'est pas que scientifique, c'est quand même des articles qui sont à la portée de tout le monde et en plusieurs langues aussi. Il y a des fois c'est en français, en allemand, en anglais. C'est voilà, c'est de la vulgarisation scientifique et des choses qui sont intéressantes et qui sont très liées à la pratique, à notre pratique et à notre façon de voir les choses. Donc, n'hésitez pas, sur Facebook, on publie très, très régulièrement. Hein. Donc, comme l'a dit François, on a enregistré cette vidéo pour ceux qui ont eu des petits soucis au départ. Donc, pour ceux qui se sont inscrits par mail, on vous l'enverra. Et demain, on vous enverra aussi un petit questionnaire rapide, moins de 5 minutes, pour avoir votre avis sur cette expérience, afin qu'on puisse s'améliorer, puisque c'est notre premier. Voilà. Et si vous avez quoi que ce soit, des questions ou de l'intérêt pour ça, vous n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. Hein. Il y a l'adresse mail qui est dans le diapo et vous pourrez y accéder. Voilà. Et aussi, voilà, à ne pas manquer, François, hein, notre prochain webinaire. Oui, voilà. Donc, justement, l'anxiété. Voilà, donc, ce sera le 19 mai à la même heure. Voilà. Et voilà. Si vous désirez qu'on parle d'un sujet, alors moi j'en ai plein d'idées de tout ce que je vais vous raconter, de neuroméditation, de stimulation, de mesure du sommeil, mesure du stress. Puis on va faire, d'ailleurs, oui, on a fixé aussi un webinaire, donc une visioconférence en anglais avec un spécialiste justement du neurofeedback et du biofeedback pour les sportifs de haut niveau. Comment améliorer ses performances. Donc, on a plein d'idées, mais si vous avez deux choses à soumettre, soumettez-les nous. Alors, j'ai encore une question de Geoffroy. Voyez-vous un OSG, un changement des ondes si le patient consomme du méthylphénidate? Oui, oui. Peut-être pour rappel, notre centre est aussi spécialisé dans les addictions. Donc, je pense qu'on a analysé plus de 1200 cerveaux déjà ici. Et je pense qu'on a vu à peu près toutes les substances qui existent. On connaît pas toutes les substances, mais oui, donc le méthylphénidate, en fait, ça va faire des ondes bêta, donc des ondes rapides, et ça va couper les ondes θ. Mais malheureusement, le méthylphénidate, normalement, la version normale qui n'est pas en retard, elle a un effet sur 3 heures. C'est-à-dire qu'au bout, si vous faites un EEG 4 heures après, ben, vous allez même voir plus d'ondes lentes qu'avant. Voilà. OK. Pour moi, je pense qu'on a bien fait le tour. Voilà. Merci pour votre temps de cerveau disponible. J'adore cette phrase. Voilà. Merci Mélanie. Et puis à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Questions, remarques, suggestions, critiques. Il faut qu'on apprenne. C'était vraiment une première pour nous. Voilà. Voilà, merci pour vos questions aussi, hein, d'avoir fait vivre ce webinaire. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le présenter. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter, que vous avez appris des choses et que voilà, vous intéressez un petit peu plus à cette technique peu connue. Voilà.
Super. Merci et à bientôt, j'espère. Au revoir. Tu coupes, s'il te plaît? Oui. Gros bouton rouge. Voilà. Ouais.